Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, consacrée cette fois-ci aux acteurs de la mondialisation. Si on cherche en fait une représentation de la mondialisation, on tombe rapidement sur ce type d'image, avec des points et des traits, des échanges et des espaces qui centralisent ces flux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, plus simplement, plus que des espaces et des flux, ce qui fait avant tout la mondialisation, ce sont les acteurs. Alors les acteurs, ce sont ceux qui agissent, c'est ce qui est écrit ici, l'ensemble de ceux qui, par leur comportement, peuvent agir sur l'espace. C'est un pouvoir qui dépend de leur intérêt, des moyens et des stratégies de chaque acteur, et surtout, en fait, grâce à leur stratégie, ils vont produire du territoire. Du coup, en fait, si on cherche une carte de la mondialisation, il y a une catégorie qui arrive toujours en premier, parce qu'on tombe sur ce type de carte, ce sont les FTN. Et donc, on va voir en tout premier l'importance des acteurs privés, donc des FTN. Alors les FTN, ce sont des firmes transnationales, ce sont donc des entreprises qui possèdent au moins une filiale à l'étranger. Aujourd'hui, on compte 85 000 FTN dans le monde, à la tête de plus de 810 000 filiales à l'étranger, et elles réalisent près du 2/3 du commerce mondial, tout en employant environ 80 millions de personnes, c'est-à-dire environ 4% de la main-d'œuvre totale dans le monde. On les retrouve principalement dans les pôles de la triade. Les 10 premières entreprises mondiales, si on regarde le petit tableau ici, qui est le dernier classement, celui de 2016, on voit qu'elles sont principalement américaines, chinoises ou européennes. Ces grands groupes représentent les secteurs de l'énergie, de l'automobile, du commerce de détail et des hautes technologies. Et d'ailleurs, si on s'intéresse un petit peu à leur richesse, en fait, elles sont souvent bien plus puissantes que de bon nombre d'États. Ainsi, en 2012, le chiffre d'affaires de Walmart, la première FTN mondiale, qui a un chiffre d'affaires de 485 milliards de dollars en 2016, était plus important que le PIB de l'Afrique du Sud ou encore de l'Autriche. Pour se développer, les FTN s'appuient sur les avantages comparatifs de chaque pays. Autrement dit, elles s'appuient sur la NDIT, la nouvelle division internationale du travail. Auparavant, les pays développés produisaient les produits manufacturés et échangeaient avec les pays du Sud, où l'on trouvait des matières premières et une production agricole abondante. Aujourd'hui, la division internationale du travail a un peu changé, et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle division internationale du travail. Dans les faits, aujourd'hui, les FTN conservent les sièges sociaux, les activités de recherche et de conception dans les pôles de la triade. Pour rappel, c'est l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie orientale. Et délocalisent les activités productives, l'assemblage en particulier, dans des usines des pays émergents et des PED, des pays en voie de développement, notamment en Asie du Sud-Est, tout en poursuivant leur exploitation des matières premières dans les PMA. En revanche, elles continuent d'écouler leur production là où les consommateurs ont le pouvoir d'achat le plus important, et c'est pas compliqué, c'est au cœur de la triade, dans le Nord. Cette mise en concurrence, elle a deux conséquences principales. Une augmentation du chômage dans les pays industrialisés, et à l'inverse, une émergence d'une partie de la société des pays des Sud. On a d'autres acteurs qui participent également et qui profitent de la mondialisation. C'est le rôle des individus et des différentes stratégies individuelles qu'ils vont avoir. On a le cas des expatriés. Par exemple, on a 2,5 millions de Français qui vivent en dehors du territoire national. C'est un chiffre qui a doublé en 25 ans. Quand on part faire du tourisme aussi à l'étranger, on va consommer, et les lieux où on va décider de partir en vacances et de consommer vont pouvoir se développer, s'enrichir, c'est aussi important. Et puis, en tant qu'individu, on est consommateur, et donc on a une responsabilité. Soit on va consommer un produit et donc enrichir des FTN, soit on va avoir la possibilité de faire un boycott sur un type de produit ou sur une marque, et dans ce cas-là, on va avoir un rôle de régulateur. Il existe encore un dernier type d'acteurs, privés, les acteurs illégaux, qui sont à l'origine de flux très importants, comme on le voit avec cette carte du trafic de drogue. C'est quelque chose qui s'explique assez facilement en fait, avec la multiplication des flux et la suppression de plus en plus de contrôles aux frontières, tout en ayant à disposition davantage de richesses à dépenser, ça multiplie les convoitises. Donc les trafiquants de drogue, les cartels, les mafias, mais aussi les organisations terroristes, multiplient les échanges de toutes sortes, de drogue, mais aussi de contrefaçon ou le trafic d'êtres humains. On assiste ainsi au développement de plus en plus important d'une mondialisation parallèle qui déstabilise de nombreuses régions du monde. Si la mondialisation fonctionne sur le principe du libre-échange, entraînant une intégration toujours plus forte des économies nationales dans l'économie mondiale, de nombreux acteurs régulent l'économie à différentes échelles, et donc on va parler maintenant des acteurs régulateurs. Premier acteur régulateur majeur, c'est l'État. Deux possibilités s'offrent à lui, il peut réguler ou déréguler davantage l'économie. Dans une économie mondialisée et libérale, la liberté d'action des États est limitée.
Néanmoins, ils peuvent, à la marge, agir pour soutenir leur économie, en nationalisant, en dérégulant, c'est-à-dire en supprimant une partie, par exemple, du code du travail et des protections sociales qui pouvaient exister, en libéralisant le marché du travail, ça peut être plus facile de virer quelqu'un, ou encore en donnant des avantages fiscaux pour les investisseurs. Pour limiter l'inflation et les conséquences d'une crise économique et financière, comme ce qui s'est passé en 2008, ils peuvent aussi agir sur la monnaie, par exemple modifier le taux de change par rapport au dollar américain, ou encore subventionner les banques pour soutenir leur économie et leurs finances. Autre acteur important, les associations régionales de coopération économique. Les plus connues et les plus importantes, qui pesaient en 2012 pour plus de la moitié du PIB mondial, sont l'ASEAN en Asie, l'UE en Europe, le Mercosur en Amérique latine et l'ALENA en Amérique du Nord. Celles-ci ont pour but de soutenir le marché interne, enfin un marché interne qui est entre 205 et 606 millions d'habitants pour ces 4 organisations régionales, et de permettre l'enrichissement de ses membres en définissant des règles internes. Par exemple, dans l'Union Européenne, on a un marché commun et une monnaie unique, et ils ont aussi généralement des tarifs douaniers externes. Enfin, à l'échelle mondiale, des instances de gouvernance ont été créées depuis 1945 pour réguler l'économie, pour l'encadrer, mettre des règles claires. L'OMC, le FMI, la Banque mondiale, le G8, le G20, etc., etc. Ce sont des instances de concertation entre représentants des principales puissances économiques mondiales qui visent à garantir la stabilité des marchés mondiaux et une ouverture toujours plus grande des échanges. Problème, elles ne sont pas là pour limiter les inégalités, ce qui ouvre la voie à un dernier type d'acteurs. Et ce sont les ONG qui s'opposent et qui sont là pour rééquilibrer les échanges, en cherchant à réduire les inégalités entre le Nord et le Sud, dans une optique de développement durable. De Greenpeace à SOS Méditerranée, ces organismes privés, par leurs activités bénévoles, souvent spectaculaires, cherchent à alerter l'opinion publique sur les dérives de la mondialisation. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis à très bientôt en classe.